Eh bien, ce soir, je souhaiterais parler des problèmes sociaux et des problèmes économiques. Et c'est pourquoi j'ai demandé à M. Georges Levard et à M. Xavier Marchetti de bien vouloir me poser des questions dans ces domaines. Alors, M. Georges Levard, commencez, s'il vous plaît. Nous approchons de la fin de la période électorale. En démocratie, c'est toujours l'occasion de dresser des bilans. On mesure tout ce qui est ou qui reste à faire, et l'on fait des promesses. Les promesses, elles viennent de partout. Vous en faites aussi. Mais vous dites, surtout dans cette deuxième partie de la campagne, mes promesses, je les tiens. Comment tiendrez-vous toutes les promesses que vous faites? Eh bien, Monsieur Levard, il y a promesses et promesses, n'est-ce pas? J'en connais qui promettent la Lune et qui ne nous ont pas montré, vous savez, l'autre phase de la Lune, la phase cachée. J'en connais qui annoncent qu'ils diminueront en 2 ans ou en 3 ans le budget de 15 000 milliards d'anciens francs. Et qu'en même temps, ils augmenteront toutes les allocations et toutes les gratifications distribuées ici ou là. Moi, je ne fais pas ce genre de promesses. J'ai en réalité fait 2 choses. J'ai défini des objectifs politiques dans certains domaines, je parle des domaines économiques, des domaines sociaux, des lignes politiques, et puis d'autre part, j'ai fait quelques promesses précises. Il s'agit en particulier des travailleurs indépendants, des artisans, des commerçants, dans différents domaines, fiscaux et autres. Il s'agit aussi du problème des rapatriés et de quelques autres de détails. Et ces promesses, je les ai chiffrées. Je dois dire d'ailleurs que les chiffres, je peux les défendre, puisque M. Duhamel, dans une émission radiodiffusée sur un poste périphérique, était arrivé au même chiffre que moi, de l'ordre de 150 à 170 milliards d'anciens francs par an. J'ai vu, il est vrai, qu'un des interlocuteurs de M. Poher a simplement ajouté un zéro, oui, un bon zéro, oui. Enfin ça, c'est les formes modernes de la polémique. J'ai donc fait des promesses précises, et ces promesses, je les tiendrai, et j'estime pouvoir les tenir dans le cadre budgétaire actuel. Vous vous présentez aussi comme l'homme du dialogue. Et plus précisément, en matière sociale, vous préconisez le développement des négociations paritaires. C'est effectivement un excellent moteur du progrès social. Mais ce n'est pas le seul. L'État a aussi son rôle à jouer. Comment, d'une façon générale, voyez-vous la répartition des efforts de l'État et la place des négociations paritaires? Et plus précisément encore, puisque vous avez lancé l'idée très actuelle et excellente dans l'économie moderne et dans les entreprises développées de la mensualisation, comment voyez-vous sa mise en œuvre, et notamment à propos du SMIC? Alors, sur ce point, je vous dirais ceci, n'est-ce pas? Le rôle de l'État est à la fois d'être un incitateur à ces négociations paritaires. Autrement dit, il ne doit pas être indifférent et attendre que les syndicats et le patronat se mettent face l'un à l'autre. Il faut au contraire qu'ils y poussent. Vous savez, c'est ce que j'avais fait, par exemple, en 1967 à propos du chômage partiel. Bon, j'ai donc l'intention de reprendre cette même position, par exemple, en ce qui concerne la mensualisation, c'est-à-dire le passage du salaire horaire au salaire mensuel progressivement, bien entendu. D'autre part, l'État est lui-même patron, et dans ce cas-là, les négociations paritaires, elles sont entre lui-même et ses employés. C'est un deuxième rôle de l'État. Et puis il y en a un troisième qui consiste dans ses responsabilités juridiques, c'est-à-dire, par exemple, s'agissant du SMIC, c'est à lui à définir le SMIC, à le fixer. Je pense que si nous avions un progrès de la notion de mensualisation, par exemple, si cette mensualisation se révélait dans un certain nombre de branches d'industrie acceptées par les uns et par les autres, et par conséquent un progrès social qui ne comporterait pas de gêne économique extrême, eh bien je ne vois vraiment pas pourquoi l'État ne généraliserait pas la mensualisation en faisant un SMIC mensualisé, un SMIC mensuel. Pour ma part même, a priori, j'en suis tout à fait partisan. Mais je voudrais d'abord que les négociations se soient ouvertes
et qu'un premier échange de vues ait eu lieu pour me donner exactement l'impression économique en même temps que le sentiment social. Parlons de Grenelle, si vous le voulez bien, l'an passé. Vous avez fait d'importantes concessions. Augmenter le SMIC de 35% à Paris, cela ne s'était jamais vu. Mais c'était le prix qu'il a fallu payer pour rattraper une longue stagnation de son pouvoir d'achat. Et donc de souffrance de travailleurs défavorisés, de leurs familles. Pourquoi avoir tant attendu? Que comptez-vous faire pour, dans l'avenir, améliorer progressivement la situation des travailleurs défavorisés? Sur le SMIC, voyez-vous, nous pourrions avoir une très longue discussion, et vous la connaissez bien. D'abord, on ne pouvait pas dire qu'il y avait diminution de son pouvoir d'achat, puisque le SMIC était indexé sur le prix de la vie. Ce qu'on reprochait au SMIC, c'est qu'il ne suivait pas la progression du pouvoir d'achat des autres salaires. D'autre part, vous le savez, il n'y avait pas toujours accord au sein même du gouvernement sur la conception du SMIC. Et la conception qui était celle du ministère des Finances consistait au fond à faire que plus personne ne soit payé au SMIC. Il y avait une autre conception qui était de faire du SMIC une garantie sociale, un salaire de base obligatoire et qui existe réellement. C'est celle qui a prévalu à Grenelle, en effet. Alors, si l'on veut éviter qu'il y ait de nouveaux retards du SMIC par rapport aux autres salaires, je pense que la solution la plus simple serait d'indexer ce SMIC non plus sur le prix de la vie, mais sur l'indice moyen de hausse des salaires dans l'industrie privée. C'est une question qui demande un peu d'étude, mais qui ne me paraît pas a priori à rejeter. Ça n'aurait pas d'ailleurs toujours malheureusement une incidence très importante. Néanmoins, je crois que ce serait une amélioration sensible. Dans un tout autre domaine, les questions de liberté syndicale, de droit syndical, sont toujours très actuelles et source de difficultés, voire même d'inquiétudes. Une nouvelle loi se met en place depuis la fin de l'année dernière, c'est celle sur la section syndicale d'entreprise. Quelle sera votre attitude pour le développement et l'application de cette loi? Eh bien, écoutez, s'il y a un domaine où je n'ai pas à rougir de ma propre action, de mon action personnelle, c'est bien celui-là. Car lorsque, à Grenelle, on a parlé du problème du droit syndical dans l'entreprise, de la présence syndicale dans l'entreprise, et que les discussions entre les syndicats d'une part, le patronat d'autre part, se sont engagées, j'avais précisé que mon gouvernement prendrait en cette matière une attitude positive et qu'il déposerait un projet de loi et un projet de loi qui consacrerait le droit à l'existence du syndicat dans l'entreprise. C'est ce projet de loi, je crois pratiquement, que le gouvernement de M. Couve de Murville a mis au point et a fait adopter par le Parlement, et je le considère malgré tout un peu comme mon fils, et je crois que c'est une date importante dans l'évolution des rapports entre patronat et syndicats et dans l'existence et la capacité d'action du syndicalisme en France. Je voudrais préciser encore le problème. Comme Premier ministre, vous avez reçu de nombreuses délégations syndicales, vous avez présidé des réunions. Les représentants syndicaux que vous aviez en face de vous étaient des hommes absolument libres vis-à-vis de vous, comme des employeurs d'ailleurs. Et ils pouvaient donc, en toute tranquillité d'esprit, défendre fermement le mandat qu'ils avaient reçu de leur organisation. C'est une situation. La situation dans les entreprises est tout à fait différente, car là, les délégués syndicaux demeurent les subordonnés, les salariés de leur employeur. Et par conséquent, ils sont dans une position beaucoup plus difficile. Dans d'autres pays, ils sont mieux protégés qu'en France, même depuis le vote de la loi sur la section syndicale d'entreprise. Accueilleriez-vous, par exemple, de manière favorable, des propositions s'inspirant de certaines précédentes législations étrangères? Vous savez aussi bien que moi, Monsieur Levard, que notre législation protège déjà les délégués syndicaux.
en ce sens qu'un patron ne peut pas licencier un délégué syndical sans avoir un avis conforme de l'inspection du travail, l'accord de l'inspection du travail. Il est vrai qu'il le fait quelquefois sans avoir cet avis, mais dans ce cas-là, il y a poursuite judiciaire et le patron est condamné à indemnité. Je sais qu'il y a des pays où on va plus loin et où on impose la réintégration, par exemple. Je crois que ceci peut s'imaginer, mais que dans l'état actuel de la situation sociale en France, ça me paraît encore tout de même difficile, pour une bonne raison, c'est que nous avons une pluralité syndicale extraordinaire. Nous avons 5, 6, 7 syndicats quelquefois dans une entreprise, et nous ne pouvons pas considérer que chaque fois qu'un salarié est licencié pour une raison qui n'a rien à voir avec sa fonction de délégué syndical, on doit obligatoirement le réintégrer. Je crois que nous sommes obligés à une certaine prudence. Mais il va de soi, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le dire aux dirigeants du CNPF très fermement, il va de soi que l'inspection du travail a des consignes très sévères pour surveiller sur ce point ce qui se passe, et doit en avoir, et d'autre part aussi qu'on peut peut-être imaginer, d'un point de vue juridique, aller vers une sorte de magistrature sociale qui serait chargée de traiter ce genre de questions et qui par là même aurait peut-être une autorité supérieure à celle des tribunaux ordinaires. Vous avez déclaré à diverses reprises que vous étiez favorable à ce que les différentes familles ou tendances de l'opinion puissent s'exprimer à l'ORTF. Je pose une question. Est-ce que cela vaut aussi pour les organisations syndicales? Je ne vois pour ma part aucun inconvénient, bien au contraire, à ce que sur les antennes de l'ORTF, de la télévision en fait, il y ait des discussions entre les représentants des syndicats et des représentants de l'État ou des représentants du monde économique, du patronat, qu'il y ait des débats économiques et sociaux où chacun peut s'exprimer. Et je vous le dis très franchement, je voudrais tout de même demander aussi un peu de pitié pour les téléspectateurs, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas qu'à propos de cette mauvaise querelle que certains font à l'ORTF, ils aient l'impression qu'ils seront condamnés désormais à une télévision où on ne parlera plus que politique, que questions économiques, que questions sociales, et que du soir au matin, les grandes idées seront débattues et on leur expliquera ce qu'il faut penser dans tous les domaines. L'ORTF a pour mission, sans aucun doute, d'informer. Elle a aussi pour mission d'éduquer, mais dans tous les domaines, et non pas simplement dans cela. Et puis elle a aussi pour mission de distraire. Et je dois dire que si j'étais téléspectateur, après maintenant presque 3 mois de campagne politique, j'aspirerais à voir des films, même des westerns. Dans une précédente émission, au premier tour, vous adressant aux agriculteurs, vous avez montré une attention et une connaissance très grande de leurs problèmes. Je n'ai pas le sentiment qu'il en aille exactement de même avec les problèmes du monde ouvrier. Difficultés de logement, panier de la ménagère toujours difficile à remplir, formation professionnelle toujours insuffisante en nombre et parfois en qualité, problème de l'emploi. Comment ferez-vous pour assurer le progrès de la situation de cette partie importante de la population? C'est quelque chose que j'ai lu bien des fois, n'est-ce pas? Il se trouve en effet que fils d'universitaire, même d'instituteur, petit-fils de paysan, on me dit, mais vous n'êtes pas fils ni petit-fils d'ouvrier. C'est vrai, c'est vrai. Je crois pourtant avoir des problèmes de la vie des salariés dans les agglomérations, de la vie des ouvriers, de la vie quotidienne de l'ouvrier et de sa femme. Je crois en avoir une impression, et une impression réaliste et précise. Il m'arrive souvent d'aller prendre l'avion, par exemple, de bonne heure le matin ou tard le soir, et de voir ces salariés, ces employés qui gagnent Paris ou quittent Paris par des moyens de transport, et je me dis, mon Dieu, 1 heure de train ou de métro ou d'autobus, et puis 8, 9 heures de travail,
et puis recommencer 1 heure de train, de métro, d'autobus. Ce n'est pas une vie agréable. C'est une vie certainement pénible et que je ressens pour moi, profondément. Et figurez-vous que je crois avoir dit, mais je ne sais plus à quelle occasion, c'était peut-être sur un poste périphérique, je m'en excuse auprès de l'ORTF, je crois avoir dit que l'amélioration de la vie du salarié, de sa famille, de sa femme, c'était sans aucun doute un problème de dignité, de rapport dans l'entreprise, de droit syndical, mais c'était avant tout un problème de vie quotidienne, de prix de la vie précisément, de logement confortable, commode, de transport rapide et facile et pas trop cher, de crèche pour que la ménagère puisse mettre ses enfants dans une crèche tranquillement et aller elle-même soit faire ses courses, soit travailler. C'est cet environnement de la vie du salarié et de sa famille qui me paraît en effet très important. Et quant au domaine de l'emploi ou de la formation professionnelle, j'en vois aussi l'importance d'une façon générale et permanente. Mais alors permettez-moi de vous rappeler qu'en ce domaine, mon gouvernement a fait faire de très grands progrès à la formation professionnelle, même s'il est encore insuffisante, et que, en ce qui concerne l'emploi, le chômage partiel, nous avons aussi fait beaucoup et incité le patronat à faire beaucoup, et qu'on a même abouti à des accords qui, je crois, donnent satisfaction. Monsieur Marchetti, Monsieur Levard vient de dire que vous connaissez parfaitement les problèmes agricoles. C'est vrai. Il y a longtemps que vous vous en occupez et le gonflement du budget de l'agriculture lors de votre passage à l'hôtel Matignon prouve que vous êtes toujours attaché à l'avenir de l'agriculture. Vous en avez beaucoup parlé dans cette campagne et vous êtes beaucoup attaché à la défense de la petite exploitation familiale, celle qui a le plus de peine à vivre parce qu'elle est petite, parce qu'elle est mal équipée, parce qu'elle n'est pas dans le mouvement du progrès économique. Et chaque fois que vous avez pris la défense de la petite exploitation familiale, j'avoue qu'une question m'est venue à l'esprit, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes sincère en tant qu'homme et pas seulement en tant que candidat? Écoutez, Monsieur Levard, à l'instant, disait, on voit que vous êtes descendant d'agriculteurs. Comment voulez-vous que je ne sois pas sincère? Je suis d'un pays où ce problème est absolument le problème quotidien et le problème de beaucoup de gens qui sont encore de ma famille, croyez-le. Alors, je ne suis pas du tout d'avis que la petite exploitation familiale soit condamnée. Je crois le contraire. Je crois simplement qu'il faut que les surfaces soient plus grandes. Je crois qu'il faut que l'organisation, le groupement, permettent une meilleure utilisation d'équipements collectifs au lieu d'avoir des investissements qui chargent individuellement trop chaque exploitation. Et je crois en plus que non seulement économiquement c'est viable, mais encore que c'est socialement nécessaire et que nous ne pouvons pas transformer la France en désert. Et que géographiquement, ça n'est pas rationnel. Les États-Unis, le Canada, l'Argentine sont d'immenses espaces où il est normal, comme d'ailleurs dans le bassin parisien, que nous ayons ces grandes propriétés et cette exploitation industrielle. Comment voulez-vous faire ça dans nos pays de bocage ou de montagne? Ça n'est pas adapté au sol, ça n'est pas adapté à notre race, et ça serait politiquement et socialement très fâcheux. Alors le problème, c'est d'arriver à rendre tout ça rentable. Je crois, pour ma part, que c'est viable et que c'est rentable, à condition que certaines mutations s'accomplissent, et c'est ces mutations que j'essaie d'encourager par ce gonflement du budget de l'agriculture, en même temps que j'essaie de les rendre moins douloureuses, en particulier en matière sociale, par la part de l'État dans les subventions pour la sécurité sociale des agriculteurs. En bref, quelle est votre conception du progrès social, du progrès économique? Est-ce que vous agirez au coup par coup, ou est-ce que vous avez une conception plus générale, un projet, un programme, et de quelle façon entendez-vous mettre cela en œuvre? Un gouvernement doit avoir, d'une part, l'adaptation à la réalité, c'est ce que vous appelez le coup par coup. Et il doit, d'autre part, avoir un objectif. Et ce que vous me demandez, si je comprends bien, c'est quelle est un peu la conception de la société qui est en moi, n'est-ce pas, et des rapports sociaux. Eh bien, on a employé différents termes. Le général de Gaulle a parlé d'association, puis il a parlé de participation. Les mots ont d'ailleurs fait peur à certains.
non pas griser les autres. Je crois que tout cela recouvre néanmoins une certaine idée. Et cette idée, c'est qu'il faut arriver, d'une part, à sauver la liberté, qui est un bien fondamental. D'autre part, à assurer un minimum d'égalité, c'est-à-dire aider les plus défavorisés, les salaires les plus bas, les catégories les plus malheureuses à s'élever et à aboutir à un niveau de vie convenable. Et ensuite, que dans les rapports sociaux, il y ait un véritable dialogue et une sorte de nouveau contrat social, que les gens sachent pourquoi ils travaillent, quelle est la raison d'être de leur travail, que chacun ait sa part de responsabilité et même d'initiative, et qu'il se crée ainsi, entre les hommes, que ce soit les patrons, les cadres, les ouvriers, que ce soit les classes sociales dans leur ensemble, des rapports qui soient nouveaux et qui soient fondés, non pas sur l'amour, je ne voudrais pas transférer au gouvernement les possibilités ou les pouvoirs de la religion et le aimez-vous les uns les autres de l'évangile, mais qui soient fondés sur le respect humain, sur le respect de l'autre, sur le respect toujours de la personne humaine, et que chacun sache qu'un homme est un homme, et qu'à ce titre, il a droit au respect de ses semblables, quelles que soient les situations que les uns occupent par rapport aux autres. Au plan économique, puisqu'il faut y venir, si vous voulez bien, nous allons en terminer avec l'agriculture. Vous avez dit que vous êtes persuadé que la petite exploitation familiale a un avenir. Mais est-ce que d'après vous, elle en a un dans le cadre européen? Car si on considère les propositions faites à Bruxelles, et notamment le fameux plan Mansholt, qui veut remettre en friche environ la valeur de 10 départements français, qui veut envoyer à l'abattoir 3,5 millions de vaches qui produisent trop de beurre, etc., etc., si on suit ces conceptions européennes, qui sont malgré tout celles de la Commission de Bruxelles, peu ou prou, comment la petite exploitation peut-elle s'intégrer dans un système pareil? Et en ce qui vous concerne personnellement, est-ce que vous admettez ce plan Mansholt, même pour le problème fondamental qu'il pose, à savoir, est-ce qu'on peut laisser l'agriculture européenne coûter 1 000 milliards anciens, puis 5 000 milliards dans 10 ans, pour résorber ses excédents? Tout d'abord, n'est-ce pas, je crois qu'il faudrait qu'on pose à l'échelle européenne les problèmes plus largement, et qu'en particulier, on se préoccupe de ce qui me paraît être la base même d'une communauté économique, c'est-à-dire de la priorité donnée aux productions de cette communauté. Or, vous savez qu'à l'heure actuelle, par exemple, en matière de corps gras, il y a une augmentation vertigineuse des importations, par exemple, de soja américain. Eh bien, peut-être n'est-il pas normal de dire que nous produisons trop de corps gras et d'en importer des États-Unis, qui ont bien autre chose à exporter que du soja. Ensuite, le plan Mansholt, c'est bien gentil de vouloir mettre en friche les terres françaises. Eh bien non, je n'admets pas que M. Mansholt nous mette en friche les terres françaises, et le gouvernement français, sur ce point-là, sera catégorique, je vous le garantis, si c'est moi qui suis président de la République. Et c'est la démonstration d'ailleurs de la nécessité d'un gouvernement qui est une autorité, même sur le plan international, et qui soit capable de résister à des pressions, même si ces pressions s'appuient sur des raisons financières ou économiques qui ne sont pas sans valeur, je l'admets. Bien, au plan intérieur, alors maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que la première de toutes les questions, qui a des répercussions d'ailleurs sociales sur le bien-être des Français, c'est l'impôt? Vous avez dit souvent vous-même que nous avons atteint en France un maximum intolérable. Actuellement... Un maximum tolérable. Ah, je m'excuse. Pour moi, il est, je crois, presque intolérable. Oui. Nous arrivons à un prélèvement de 40% sur le produit national brut. On peut dire que c'est plus de l'impôt, ça commence à être de la rapine. Alors, si vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire dans ce domaine, et allez-vous le faire tout de suite? Je ne suis certainement pas pour une aggravation de l'impôt. Il n'en est pas question. Et ceci, je ne parle pas en tant que candidat, je parle comme vous-même en tant qu'économiste et d'un point de vue social aussi. Je crois que la surcharge fiscale est devenue lourde et qu'elle a besoin en effet d'être atténuée. Mais je crois aussi que cette surcharge fiscale, vous savez, est presque égale dans les pays voisins. Alors, je suis partisan de certaines diminutions de l'impôt, là où il est trop lourd, mais je crois que
au total, c'est plutôt un problème de répartition de l'impôt et qu'il faudrait probablement repenser notre système fiscal, le rendre à la fois plus équitable, moins contraignant pour le contribuable et peut-être plus juste, et je dirais même certainement plus juste. Bien, nous avons parlé un peu d'agriculture, il faut tout de même parler un peu de l'industrie, puisque c'est la vie même de ce pays. On peut dire que nos entreprises ne sont pas tellement bien placées. Nos ouvriers et nos cadres sont ceux qui travaillent le plus en Europe. Mais nos entreprises sont celles qui font le moins de bénéfices. Elles n'investissent pas assez. Or, l'investissement, c'est l'avenir. Ce que je voudrais savoir, très brièvement, c'est si vous avez en tête une véritable politique industrielle. Eh bien oui, je veux une politique industrielle. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit, à une époque où je n'étais pas candidat, j'ai déjà dit qu'il fallait que nos entreprises aient des marges bénéficiaires supérieures. Et d'ailleurs, on me l'a reproché, en disant que je faisais le jeu des trusts. Eh bien non, il ne s'agit pas des trusts ou des trusts, comme on voudra. Il s'agit en réalité de permettre à nos entreprises d'être productives et d'être compétitives. Et cela suppose que tout l'environnement, qu'il s'agisse des équipements collectifs, qu'il s'agisse du système et des contraintes administratives, qu'il s'agisse du système fiscal, les pousse à investir au lieu de les pousser à stagner ou à trop distribuer peut-être quelquefois à leurs propres propriétaires. C'est tout un système à repenser et pour ma part, ça sera une de mes préoccupations premières si j'ai à former le gouvernement. Donc pour l'industrie, vous avez un grand projet. Oui. Alors je suppose qu'une fois arrivé à l'Élysée, si vous êtes élu, vous allez être un président qui suit de très près les affaires économiques du pays. Est-ce que vous allez intervenir pour inspirer, animer et voire contrôler le développement économique de ce pays? Je pense que dans les circonstances actuelles, les problèmes économiques et sociaux sont pour la France de première importance et que ce sont les plus urgents et que par conséquent, ce sera demain le rôle du chef de l'État d'animer une politique en ce domaine et de l'inspirer. Ce qui ne veut pas dire que ce sera son domaine réservé, bien entendu. Bien, alors venons-en à la question qui prime toutes les autres actuellement, à mon avis, en dehors des questions sociales qui sont parfois douloureuses, c'est la monnaie. Ça ne va pas très fort de ce côté-là encore. Nous avons perdu beaucoup de nos réserves de devises, puisque nous sommes passés de 34 milliards à 18 milliards en 18 mois, de francs nouveaux bien sûr. Notre commerce extérieur se dégrade et notre or continue à s'en aller. D'autre part, le billet de 100 francs ne vaut plus à l'étranger que 90 francs. Dans ces cas-là, on a parfois intérêt à faire un ajustement et on a intérêt à le faire en arrivant au pouvoir plutôt qu'après. Alors je vous pose une question précise et directe. Est-ce que vous envisagez de dévaluer le franc? Écoutez, M. Marchetti, vous êtes journaliste et économiste. Alors vous savez que la tradition des gouvernements, c'est de dire qu'ils ne dévalueront pas la veille du jour où ils dévaluent. Par conséquent, vous ne vous attendez pas à une réponse positive en ce domaine, bien entendu. Mais je voudrais essayer de prendre le problème sous un angle un peu plus large. Je crois que le problème de notre monnaie et de notre situation d'ailleurs financière dans son ensemble n'est pas si grave qu'on le dit. Je crois qu'il y a, en fin de compte, que le fond est solide. Mais il y a deux aspects. Il y a d'une part un problème de confiance, il y a d'autre part un problème international. Problème de confiance, il faut que l'État, par sa stabilité politique, par les hommes qui sont au gouvernement, par la politique qu'ils afficheront en matière économique et financière, inspire confiance. Et que c'est un peu ce qui a manqué à certaines occasions. Et en second lieu, il faut aussi envisager l'affaire sous l'angle international. Il est évident qu'à l'heure actuelle, tout le monde occidental est un peu en inflation. Nous parlons d'une hausse des prix en France de l'ordre de 6%, mais les États-Unis sont, eux, à une hausse de 5%, ce qui pour eux est tout à fait inaccoutumé. Et certaines monnaies étrangères sont certainement dans des rapports qui ne sont pas non plus tout à fait normaux. Je crois donc qu'en dehors du problème de la confiance intérieure, il faudra aller à un accord international dans tous ces domaines financiers. Vous avez parlé de confiance. Alors une petite question, la dernière, sans malice d'ailleurs. Je voudrais vous demander si vous estimez honnêtement au fond de vous-même que votre présence au pouvoir au mois de novembre dernier, encore, puisque vous n'y étiez plus, aurait suffi à maintenir la confiance dans ce pays et à éviter la fuite de capitaux que nous avons connue à cette époque-là. Comment voulez-vous que je réponde à une pareille question? N'est-ce pas? Si je disais non, j'aurais l'air de me condamner. Si je disais oui, je serais véritablement d'une prétention excessive. Je crois simplement pouvoir dire que ma présence au pouvoir demain
devrait, en ces matières, en matière monétaire et financière, inspirer confiance non seulement aux milieux économiques, mais à tous les petits épargnants français, et que parmi tous les hommes qui m'ont apporté leur appui, il y a aussi d'autres garants de cette confiance, et que tout cela réuni devrait nous permettre de franchir les prochaines étapes en la matière sans trop de difficultés.